Alors, pour cette dernière conférence, on va vous parler du rôle d'un programme API pour développer des modèles de plateforme et profiter des opportunités de l'Open Finance. Donc, je vais juste récupérer... Ça pète. Donc, derrière ce long titre se cachent deux speakers. Antoine, tu veux bien te présenter? Bonjour à tous, ravi d'être ici pour vous faire un retour d'expérience sur le programme API qu'on a mis en place il y a à peu près 2 ans chez BPCE Natixis, maintenant qui s'appelle Global Financial Services. L'idée, c'est de vous montrer comment on a pu plateformiser nos métiers grâce aux API, donc le pouvoir vraiment transformant des API de façon très concrète. Et donc, Ferhat Baresh, je suis donc le cofondateur d'Accetal, de France API aussi, et habituellement, donc, j'interviens comme expert à API Management. Alors, donc, au sommaire, on a prévu de vous parler, donc, enfin, plutôt de faire un petit rappel des enjeux des API, donc je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous le sujet. Expliquer pourquoi on pense qu'il est important de faire un programme API, puis quelques facteurs clés de succès, et on finira donc avec le retour d'expérience d'Antoine. Alors, du coup, les enjeux des API, on peut les classer on va dire les plus importants en 5 catégories. Les premiers, c'est donc permettre d'avoir une expérience utilisateur multicanal, omnicanal. Vous connaissez tous, je pense, le sujet. J'ai en tête l'exemple de Netflix qui gère un peu plus de 850 devices. Donc, sans les API, c'est un peu compliqué à adresser. Et grâce aux API, on a cette facilité, en fait, on a cette possibilité d'adresser l'ensemble des canaux. On a aussi donc un enjeu assez important qui est renforcer l'agilité du SI. Derrière ce titre peut-être un peu trop, qui peut paraître technique, on peut trouver pas mal d'éléments, donc comme siloter le SI, faciliter l'intégration et aussi réduire le time to market, donc qui permet d'accélérer sur les aspects business. Ensuite, on a aussi la possibilité, grâce aux API, donc, de stimuler l'innovation, notamment en profitant de l'écosystème ou en mettant à disposition donc, les services et les données à l'écosystème. Un quatrième donc, enjeu est celui d'accélérer les partenariats sans les API. On a l'habitude de passer par des échanges, on va dire des négociations commerciales qui peuvent donc prendre du temps, qui sont peut-être un peu compliquées. Là, maintenant, avec les plateformes API, les self-service, on peut aller tout de suite beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement, et donc agrandir les opportunités de partenariat. Et puis, on a aussi la possibilité donc, d'adopter des nouveaux business models. On a tous l'exemple de Facebook qui, grâce aux API, arrive à être la première plateforme de contenu sans produire aucun contenu. On a l'exemple de Twitter qui a un peu plus de 60% de son contenu grâce à l'intégration dans les différentes solutions. Et puis d'autres exemples, vous avez celui de Stripe, qu'aujourd'hui, une entreprise qui atteint des niveaux de valorisation astronomiques en quelques années. Et ça dépasse même des entreprises, des banques qui sont là depuis quelques siècles. Donc, grâce à tous aux API, on arrive donc à innover, à avoir des nouvelles sources de revenus. Tout ça, donc vous connaissez le sujet. Maintenant, pourquoi un programme? On pense qu'il est important en fait de lancer un programme parce que c'est le seul élément qu'on a en fait pour traduire la stratégie de l'entreprise. Donner une vision commune, donner des moyens, donner aussi une roadmap pour que l'ensemble de l'entreprise en fait travaille sur le même sujet, identifie l'API comme un sujet important et partage donc cette vision-là. Il faut aussi donner de la visibilité. On a vu pas mal de situations où les API sont cachées derrière des programmes, du DevOps, derrière du multi-cloud, derrière d'autres en fait sujets, on va dire chapeaux, et ça marche jamais en fait. On n'arrive pas à APIser le SI sans donner en fait de la visibilité, de l'importance à ce sujet-là.
Et puis un dernier élément en fait qui est celui de coordonner les initiatives. On voit aussi chez pas mal de clients en fait des initiatives dans différentes entités, différents services. On essaie de faire de l'API sans coordination. En fait, on perd pas mal de temps. Et donc avoir un programme permet de mettre tout le monde sur la même, donc sur d'aligner tout le monde et de tirer dans le même sens. Alors, quelques facteurs clés donc, de succès. Le premier, celui d'avoir des objectifs clairs, des objectifs donc, du programme. Pourquoi faire un programme? Est-ce qu'on veut ouvrir le SI? Est-ce qu'on veut juste agiliser le SI, faire de l'intégration, faciliter l'intégration, ou plutôt réfléchir à payer produit, l'orienter business? On pense notamment à des cas où on fait de l'API first, où on pense systématiquement à l'API dès qu'on a un nouveau sujet. Il faut un sponsorship assez fort pour que la visibilité en fait soit au rendez-vous. Et il faut identifier aussi des early adapters et des ambassadeurs. Ça peut être des early adapters en fait, ou des ambassadeurs en fait, métiers. Ça peut être aussi des relais en fait, au sein de la DSI. Ça peut être des architectes, ça peut être divers acteurs en fait, qui portent la parole et qui sont déjà sensibilisés au sujet et qui permettent de sensibiliser le reste de l'entreprise. Il faut aussi une démarche globale, donc globale et complète. Pourquoi il faut cette démarche-là? Ce qu'on voit en fait après quelques années d'expérience sur ce sujet-là, c'est que souvent en fait on a ce programme, on a un sujet qui est le socle technologique. L'ensemble des entreprises arrivent à maîtriser ce sujet-là sans problème. On met de l'API management, de l'architecture, de la sécurité, du design, de l'outillage en fait. Celui-là, c'est un sujet essentiel, mais assez maîtrisé. Par contre, là où on voit qu'il y a encore du travail à faire, c'est l'aspect gouvernance. Et aussi, toute la partie accompagnement au changement. Celui-là, on voit clairement que c'est un manque et c'est un élément clé. C'est ça qui permet en fait d'atteindre les objectifs. Je pense que Antoine nous parlera tout à l'heure de ce sujet-là et comment on y arrive chez BPCE. Alors, donc, juste quelques sujets sur quelques éléments sur la gouvernance API. Donc, souvent, en fait, on l'organise en deux axes. Le premier, celui qui permet de définir le cadre de gouvernance. Et dans ce cadre-là, on va mettre en place les process de gouvernance, des patterns d'architecture pour simplifier en fait l'exposition des API. On va aussi mettre en place les règles, les concepts, les bonnes pratiques. C'est assez classique, mais pour garantir la cohérence au sein d'une entreprise, il est important de les définir assez rapidement. Une fois qu'on a défini ce cadre, on passe à la partie exécution. Donc il faut aller accompagner les projets. Dans un premier temps, il faut être garant en fait, de la qualité. Dans cette partie-là, en fait, on s'assure que les API produites exposées sont de qualité. C'est un point important. Sinon, on perd un petit peu l'intérêt en fait, des API qui est la réutilisation. Et donc, c'est important de s'assurer que les API qu'on produit, qu'on conçoit sont de bonne qualité. Ensuite, on passe à la partie accompagnement des projets. Là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un élément important, même sur des choses assez basiques. C'est important de proposer en fait un accompagnement transverse pour que l'ensemble des acteurs aient la même compréhension du sujet. Et puis tous les aspects communication, formation et évangélisation qui sont aussi importants que les deux premiers. Ici, pour finir, avant de passer la parole donc, à Antoine, je vous mets juste un exemple en fait, de démarche d'APIisation. Donc on peut l'imaginer, on n'est pas obligé tout de suite d'aller vers de l'ouverture du SI, de parler de monétisation ou de self-service, en fait, des éléments qui peuvent faire peur à certains. Donc nous, on a l'habitude de préconiser donc, cette démarche en plusieurs étapes. La première, c'est on commence par mettre en place un socle technologique. Donc on identifie des solutions, des API pilotes. Ces API-là vont servir d'exemple pour les autres. Elles vont servir aussi à éprouver ce socle technologique. Une fois qu'on est au point sur le socle technologique, on peut passer à la deuxième étape qui est la gouvernance API, la culturation. Donc et là, on va généraliser l'usage des API, définir en fait l'organisation aussi qui va avec. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement des projets. Donc c'est peut-être le moment opportun pour le mettre en place. Et puis tout l'aspect communication interne qui est aussi important.
Et puis on peut imaginer en troisième étape l'ouverture du SI. Donc là, on va commencer à regarder comment on s'intègre au SI, pardon, à l'écosystème, comment on renforce en fait, notamment sur les aspects sécurité, comment on renforce notre socle technologique, nos usages, on adapte nos process pour accueillir les partenaires et donc s'intégrer à l'écosystème. Et puis quand on est assez mature sur tous ces aspects-là, on peut passer à l'étape supérieure et qui est l'API as a product, donc qui nous permet de tirer le maximum du sujet API et peut-être même s'autoriser à faire donc des nouveaux business, profiter, générer des nouvelles sources de revenus. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple de démarche. Tout ça peut être retravaillé, rechallengé en fonction du contexte de chaque entreprise. Donc, je passe la parole à Antoine, qui va faire son retour d'expérience. Merci beaucoup, Ferhat. Donc après les facteurs clés de succès et après donc les grands principes, on va passer un petit peu à un retour d'expérience concret. Et l'idée, c'est de vous montrer la genèse, comment est arrivée la création de ce programme API et qu'est-ce qu'on en a fait avec des réalisations concrètes. Donc, comment on en est arrivé là? Évidemment, les API, c'est le pilier de la transformation de l'économie, puisque finalement, déjà en 2002, Jeff Bezos avait lancé un mandat, avait envoyé un email à tous ses collaborateurs pour leur dire, à partir de maintenant, je veux que l'ensemble de vos échanges, vous les fassiez sous forme d'interface, c'est-à-dire sous forme d'API, pour que, en interne, l'ensemble des départements puissent utiliser tout le travail qui est fait par la compta, par le marketing, par le juridique, etc. Dans l'objectif, un jour, de pouvoir exposer ces services en externe et les monétiser. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait avec AWS, Amazon Web Services. Et donc, aujourd'hui, c'est la plus grosse plateforme avec une valorisation complètement démentielle, 1220 milliards. Il n'y a pas longtemps, c'était plus de 1500 milliards. Et on voit bien que la plateformisation, on utilise des plateformes tous les jours. Uber, Blablacar, Airbnb, Booking, les plateformes sont partout. Et les plateformes sont également partout dans la banque, puisque des acteurs comme N26, donc la première néobanque allemande, s'est constituée un petit peu from scratch, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher les expertises des meilleurs experts sur le marché, et ils ont intégré dans leur application mobile l'ensemble des services, donc pour les paiements internationaux TransferWise, pour l'assurance Allianz, etc. Et ils en ont fait en fait une application où tous ces services s'enchaînent de façon très, comme on dit, sans couture. Et donc finalement, c'est un peu la Lego Bank, c'est-à-dire que les API permettent de faire des briques de services qu'on peut assembler les unes avec les autres. Et donc les fintechs, forcément, se sont vraiment intégrés dans cette démarche de plateformisation, avec aujourd'hui des situations un peu ubuesques, puisque Ferhat en parlait tout à l'heure, Stripe, qui est uniquement spécialisé dans les paiements, est valorisé 95 milliards de dollars, alors que BNP Paribas, qui est notre plus gros acteur français, banque assurance, est valorisé que 67 milliards. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, et les banques ont dû réagir à ça. Donc, on est passé d'un modèle très fermé à un modèle très ouvert, notamment parce que les clients sont de plus en plus exigeants, parce qu'il y a eu la menace de ces nouveaux acteurs, et puis la réglementation, la directive sur les services de paiement 2 en 2018, qui a obligé les banques à ouvrir leur système d'information. Et donc, évidemment, on a travaillé dessus comme tout le monde pour être réglementairement compatible. Et au lieu de voir ça comme une menace, on a vraiment vu ça comme une opportunité de pouvoir s'ouvrir à notre écosystème de partenaires. C'est qui nos partenaires? C'est nos clients, c'est les éditeurs, c'est parfois nos concurrents, c'est les organes de place comme Swift, Visa, etc. Et les API, c'est le lien, c'est le connecteur qui va nous permettre de nous connecter à tous ces acteurs de l'écosystème dans un monde qui est de plus en plus ouvert, on le voit bien. Et donc tout ça, ça a commencé avec les paiements. Mais on voit bien que dans le petit tableau à droite, finalement, ce n'est qu'une première brique, parce qu'avec l'Open Finance Framework sur lequel est en train de travailler la Commission européenne, l'ensemble de l'ouverture des données va être élargi à l'assurance,
à l'investissement, au financement. Et donc, on voit bien qu'il y a un potentiel absolument gigantesque, puisque selon Finastra et d'autres études, il est chiffré à 7 000 milliards de dollars, donc le marché de la banque as a service. Donc évidemment, c'est un marché qu'il ne faut pas rater. Et donc, pour se préparer à tous ces enjeux et pour pouvoir être positionné au cœur de l'écosystème, on a créé, avec donc l'équipe, une partie de l'équipe est ici présente, on a créé en fait il y a 2 ans le programme Open Platform et API pour justement tirer profit de ces opportunités. On a eu la chance que ce programme il ait été intégré au plan stratégique de Natixis 2021-2024, au même titre que Data et Intelligence Artificielle, qui sont les deux en fait, technologies enablers prioritaires du plan stratégique. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de pouvoir APIser l'ensemble des systèmes d'information de tous les métiers de Natixis, de GFS, donc Global Financial Services. Et nous, on accompagne à la fois les métiers, les équipes IT, les fonctions centrales aussi, parce que tout le monde est concerné. Et on va voir que finalement, le plus important, ce n'est pas l'IT, c'est surtout les business, et l'IT répond aux besoins des business. Comment on est organisé? On a 3 équipes complémentaires. La première qui est API for Business, qui est vraiment l'acculturation, aller chercher des cas d'usage auprès des métiers et ensuite construire un écosystème de partenaires et construire des modèles de plateforme. Ensuite, on a l'équipe plutôt technique API Solutions qui va concevoir les API, les designer. Le design d'API est très important et ensuite les implémenter. Et on a évidemment l'architecture d'entreprise qui va permettre d'assurer une cohérence globale et de faire les bons choix d'architecture. Et donc, comme c'est un programme stratégique pour Natixis, on a déterminé dans chaque métier des projets flagship, des projets emblématiques qui tirent l'ensemble de la stratégie d'APIisation et de plateformisation du métier. Donc, en termes de méthodologie, donc nous, on est vraiment des chasseurs de cas d'usage, c'est-à-dire qu'on va en fait, on va au contact des métiers, on va un petit peu les acculturer et on va les accompagner tout au long de leur projet, de l'idéation jusqu'au déploiement des API. Donc, le plus important, c'est vraiment toute la partie d'évangélisation et donc on fait beaucoup d'acculturation. On donne beaucoup de benchmarks au métier pour savoir ce que font la concurrence, qu'est-ce que fait les fintech, et on fait des workshops d'idéation pour donc faire émerger des cas d'usage. Et ensuite, donc, on passe au cadrage de ces cas d'usage, à la priorisation pour se donner une roadmap produit. Et ensuite, une fois qu'on a fait vraiment tout ce cadrage des besoins, on passe dans la phase de développement, de conception et de design d'API et de mise en place sur les gateways. Enfin, on va passer ensuite au déploiement, donc soit en interne, soit en externe, avec la monétisation de ces API, et puis donc la promotion des API, puisque les API, c'est un produit, on le verra tout à l'heure. Les objectifs du programme, il y en a 2. Le premier, c'est d'APIser notre système d'information. Ça, c'est le premier pilier. Et donc, l'idée, c'est que l'ensemble des collaborateurs soient convaincus que l'API, c'est le nouveau moyen de concevoir un produit ou un service. On ne le conçoit plus autrement, c'est de l'API forcément. Et ensuite, que l'ensemble des équipes ait aussi le réflexe API first, c'est-à-dire que quand on commence un projet, on se pose la question de l'API pour que ça soit réutilisable après et qu'après, on puisse aussi le monétiser en externe. Ensuite, l'idée, c'est de créer un portail d'API, un catalogue API interne, et de forcer quelque part l'ensemble des équipes pour que en fait, l'ensemble des API soit bien au niveau du portail API, soit bien publié, pour que l'ensemble des collaborateurs puissent y accéder. Et ensuite, donc, c'est l'idée de créer des plateformes internes. Donc, par exemple, notre portail API chez GFS, on a plus d'une centaine d'API. Et ensuite, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est-à-dire qu'on va exposer nos API en externe à des partenaires pour trouver des nouveaux business. Et Vincent Mouden de BPCE en parlait tout à l'heure. L'idée, c'est de créer une marketplace avec des partenaires extra-bancaires qui vont venir enrichir les offres des clients, mais aussi pour que nos partenaires puissent intégrer des API ou même des parcours clients entiers dans leurs propres offres pour les proposer à leurs clients, à leurs propres clients.
Donc l'idée, c'est évidemment de préparer les relais de croissance de demain, car comme dirait Julien Bichon, demain se prépare aujourd'hui. Voilà, c'est sa tagline et il a raison. Et donc pour finir, on voulait vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on a fait chez Natixis, donc Global Financial Services, et comment on a fait pour ouvrir nos business models, mais aussi ouvrir notre état d'esprit, parce que c'est à la fois une question de business, mais de culture d'entreprise. Donc l'idée, c'est que l'open banking, ça permet à la fois d'ouvrir des modèles sur la distribution, mais aussi sur la production des services bancaires. Donc au départ, on est complètement à gauche. L'idée, c'est de se dire qu'on est une banque à la fois producteur et distributeur. Ensuite, on va apaiser un maximum de services et on va construire des plateformes internes. Donc, par exemple, chez Natixis, on a construit My Services Platform, qui est une plateforme interne qui agrège l'ensemble des services de l'IT et des opérations au service des collaborateurs, mais aussi des équipes métiers. Ensuite, il y a deux questions à se poser. La première, c'est sur la distribution. Pourquoi, au lieu de distribuer moi-même, je ne ferais pas distribuer par des partenaires tiers pour démultiplier mes canaux de distribution? Et donc, c'est ce qu'on appelle la banque as a service. On a deux exemples chez Natixis, on en a plus, mais on ne va pas tous les faire, notamment chez BPCE Payments. On a Xpolens, qui est un peu la fintech interne du groupe, c'est l'acteur de banque as a service du groupe. Et donc, ça permet à n'importe quel acteur non bancaire de proposer de la tenue de compte, des moyens de paiement et d'intégrer des services financiers et de paiement dans leur parcours client pour leurs propres clients. Donc, c'est ce qu'on appelle l'embedded finance, la finance embarquée. Ensuite, on a une autre stratégie qui est chez Natixis Investment Manager, Ostrom, qui a complètement plateformisé son core banking et qui en fait propose à des partenaires externes. Donc tout son core banking d'asset manager, il va le proposer à des partenaires. Par exemple, le premier partenaire, c'est la Banque Postale Asset Management. Et donc on voit bien qu'on passe d'un business très traditionnel d'asset manager à un business model de servicing où en fait on a un revenu récurrent et où on n'est plus soumis à la volatilité des marchés notamment. Ensuite, la deuxième question, c'est sur la production. Pourquoi, au lieu de produire moi-même, je ne ferais pas produire par des tiers partenaires? Là aussi, donc, on a deux exemples intéressants. Donc, c'est de la banque as a platform. On a la plateforme Bimpli, qui est la plateforme d'avantage aux salariés, qui regroupe plusieurs entités, donc le pot commun que vous devez connaître, la cagnotte. On a aussi donc titre cadeau, on a Comitéo, les comités d'entreprise, on a Natixis Intertitre, et on agrège aussi des services externes comme Apetia sur les conseils en nutrition et donc Rosalie sur les services d'avance bancaire sur des avances sur salaire. Et le deuxième exemple, c'est Natixis Investment Manager avec la plateforme Asset Studio qui agrège les services de 7 fintech pour proposer aux clients des outils hyper innovants de gestion de portefeuille avec des simulations aussi très innovantes qui incluent de l'extra-financier, c'est-à-dire de l'ESG, Environment Social Governance, donc le RSE en français. Et enfin, le Graal, c'est l'open platform, ou en anglais, on pourrait dire le two-sided platform, c'est-à-dire qui va mélanger la banque as a service et la banque as a platform. Et donc, on a un très beau cas d'usage chez GFS, Global Financial Services, c'est Natixis Interépargne, qui a créé une plateforme qui mixe vraiment ces deux modèles. Et donc, c'est le dernier exemple, pour rentrer un petit peu plus dans le détail. Natixis Interépargne a très vite apaisé l'ensemble de son core business, de son site internet, de ses applications, de son back-office, etc. Et cela leur a permis de profiter des opportunités de l'open finance pour se connecter à des partenaires tiers pour enrichir leur offre de services innovants. Par exemple, ça a été le premier acteur à proposer de l'agrégation d'épargne salariale et retraite en France grâce au partenariat avec Budget Insight. Ça a été aussi le premier à agréger, en plus de leur offre épargne salariale et retraite, des produits au format assurantiel grâce à un partenariat stratégique avec Arial CNP Assurance. Et donc ça, c'est issu de la loi Pacte. Pour les connaisseurs, c'est l'article 83. Et ensuite, ça leur a permis aussi, grâce à deux partenariats avec Fondvisory et Harvest, donc des fintech, de pouvoir proposer des conseils personnalisés en épargne retraite.
Enfin, une fois qu'ils ont construit cette plateforme digitale commune avec Arial CNP Assurance et augmentée de tous ces services de FinTech, ils ont décidé de la distribuer en marque blanche à des partenaires, donc soit les services financiers ou soit du core business, c'est-à-dire en fait, des capacités technologiques. Et donc, principalement, Natixis Interépargne propose sa plateforme à des assureurs, à des grands assureurs, qui se servent de cette plateforme pour proposer à leurs clients entreprises des solutions d'épargne salariale et retraite. Donc, on voit bien ici encore qu'on passe d'un business très traditionnel B2B à un business B2B2B, parce que en fait, les assureurs vont être, et puis les autres partenaires qui vont venir, vont être un relais de croissance très important avec cette puissance de frappe de nouveaux canaux de distribution, et donc avec à la clé un chiffre d'affaires forcément qui va être décuplé. Voilà donc pour le retour d'expérience sur ce programme API. Donc, on vous remercie beaucoup de votre attention parce qu'on sait qu'il est tard, on sait qu'il y a surtout le cocktail qui nous attend. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir avec Ferrat. Et merci beaucoup à vous. Merci.